Le 18 mars 1977, une balle vient briser le silence d'un après-midi tendu à Brazzaville. Le président de la République populaire du Congo, Marine Ngouabi, vient d'être assassiné. Un choc pour un pays déjà fracturé par les tensions ethniques, les rivalités politiques et les séquelles du néocolonialisme. Mais qui était réellement Marine Ngouabi? Que représentait cet homme à la fois austère, intransigeant et pourtant lucide? Né à Ombélé, dans le nord du Congo, Marine Ngouabi appartient à l'ethnie Mbochi. Formé dans l'armée française, il passe par la prestigieuse école militaire interarmes de Kouet-Kidan. Sous-officier prometteur, il est affecté à Pointe-Noire, puis chargé de structurer les tout premiers commandos parachutistes de Brazzaville. Mais très vite, le militaire laisse place à l'idéologue. Ngouabi ne croit pas à un socialisme africain aux contours flous. Non, ce qu'il prône, c'est un socialisme scientifique et rigoureux calqué sur le marxisme-léninisme. Le Parti congolais du travail qu'il fonde en 1969 devient le moteur de cette révolution rouge. Son objectif, bâtir une nation unie, affranchie des divisions tribales, enracinée dans la lutte des classes et immunisée contre la tentation néocoloniale. Mais derrière l'idéologie, il y a le pragmatisme. Ngouabi sait que la réalité congolaise de l'époque ne permet pas d'imposer un modèle soviétique à la lettre. Donc les moyens de production ne peuvent être nationalisés du jour au lendemain. Alors, il ouvre la porte aux investissements privés, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Les grandes nationalisations attendront. Même dans ses diatribes contre l'impérialisme français, une part de calcul demeure. Le Congo reste dans la zone franc, conserve ses échanges avec la France et entretient des liens solides avec la communauté économique européenne. Un pied dans la révolution et un autre dans le monde occidental. Il faut savoir que le pouvoir de Ngouabi repose sur deux piliers. Son armée populaire et l'appui de son ethnie d'origine. À mesure que les tensions montent au sein du pays, il conserve davantage de pouvoir entre ses mains. Il devient président du Conseil d'État, chef des armées et responsable de la défense puis de la sécurité. En ce moment, le parti unique devient un appareil de contrôle. Mais avec l'autorité vient la peur et avec la peur, les complots. 1968, alors qu'il était brièvement incarcéré, Marine Ngouabi revient et prend le pouvoir. Il devient chef de l'État le 31 décembre. Mais la route vers le sommet est jalonnée de trahison. En 1970, il fait face à un coup d'État venu de la droite, mené par le colonel Kiganga. 2 ans plus tard, c'est la gauche radicale de l'armée avec le lieutenant Ange Diawara qui tente de le renverser. Ça fait 2 échecs, mais 2 victoires pour Ngouabi qui en profite pour renforcer la discipline du parti lors des grandes réunions de 1972. La constitution de 1973, adoptée par référendum, consacre officiellement son pouvoir. Le président est le seul maître à bord. Mais derrière cette façade de puissance, le régime vacille. Les purges se multiplient dans l'armée comme dans le parti. Les lycéens, les étudiants, les syndicalistes, tous descendent régulièrement dans la rue. Le peuple gronde. Et l'économie dans tout ça, elle s'effondre. Le bois, ressource majeure du pays, voit son prix chuter sur les marchés mondiaux. Les réserves pétrolières surévaluées n'apportent pas réellement la manne espérée. Le pays s'enfonce. Puis vient ce jour noir de mars 1977. Le président Ngouabi est assassiné. Les circonstances troublantes, mais non élucidées. Un silence opaque entoure encore les coulisses de sa mort. Mais ce que l'on sait, en revanche, c'est ce qui suivra. Après la disparition, les nouvelles autorités s'éloignent de sa ligne dure. Une ouverture vers l'Occident s'opère. Le vent de la révolution marxiste semble s'essouffler. Marine Ngouabi reste une figure ambivalente, un homme d'idéaux profonds, mais aussi un dirigeant autoritaire, un militaire devenu un révolutionnaire, un nationaliste prêt à négocier avec ses adversaires, sans jamais baisser la garde. Il voulait changer le Congo, mais c'est finalement le Congo fragmenté, instable, tiraillé qui a fini par avoir raison de lui.